l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal avec mon collègue Hugues Gonneau. Salut Bonjour. Hugues. Aujourd'hui, on a des actualités, donc on va discuter également du Grand Prix parce que ça s'en vient en fin de semaine. Le Guide de l'auto va être sur place, on va avoir une petite entrevue avec un pilote aussi, donc restez à l'affût sur le site du Guide de l'auto pour ça. Puis aussi, le Canadien est en série, alors en même temps que la Formule 1, le Grand Prix de Formule 1 à Montréal, donc armez-vous de patience si vous décidez de vous aventurer en ville parce que ça va être un gros week-end. Mais non. Ouais, pour le moment, au Guide de l'auto, justement, on va avoir des actualités. Ensuite de ça, on va parler de, je pense, on peut la qualifier de première voiture sous-compacte américaine, sensiblement la Ford Pinto. Ouais. On peut dire ça. On peut dire ça. Donc, la Ford Pinto pour la chronique rétro de Hugues. Puis, en terminant l'émission, on va parler de mon essai de la Cadillac CT5V Blackwing sur la piste du Canadian Motorsport Park à Toronto. Ah, c'est plate. Ouais, un essai quand même assez plate. Donc, pour commencer, on va parler de Stellantis. Et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Écoute, on a déjà discuté de ça, que des bonnes nouvelles allaient suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que justement, dans le plus creux de Stellantis, on n'avait que des mauvaises nouvelles. Ouais. Les mauvaises nouvelles ne sont pas terminées. Oh non! Par contre, on a des produits qui commencent à sortir et ça envahit nos boîtes de réception de courriels en tant que journaliste automobile. Et puis, avec, je vais me répéter encore une autre fois, avec le recul des réglementations environnementales aux États-Unis, on va mettre la sauce V8 dans pas mal plus de véhicules du côté de chez Stellantis. Et ils ont pas perdu de temps. Et puis, ils ont pas perdu de temps sur le sujet. Cette semaine, on a annoncé l'arrivée du Ram 1500 Rumblebee, qui ramène un camion que on a effacé un peu des livres automobiles il y a à peu près une vingtaine d'années de ça, là, avec le SRT10, qui était le Street Truck ou le Muscle Truck. On avait également du côté de chez Ford le SVT Lightning, qui a été réanimé en tant que véhicule électrique et puis qui va être retransformé. Par contre, le SVT, le F-150 Lightning, c'était un street truck très performant. Donc, c'était très populaire dans le temps. On les a oubliés. Et puis là, maintenant, on se permet... Le Ram 1500 SRT10 avait le moteur de la Viper. Exactement, c'est ça. C'était toute une méchante bête. Toute une machine. Et puis là, maintenant, justement, avec, on va dire, je veux pas dire le retour du MI, parce que le MI a toujours été... Jamais vraiment parti. Dans l'ombre. Mais, écoute, je pense que pour une année modèle, du côté du Ram 1500, on l'a enlevé quand on a essayé le moteur Hurricane. Et puis, maintenant, il est revenu. Mais là, c'est de plus en plus de déclinaisons du Ram MI qui sont proposées. Donc, le Rumblebee 2027, c'est le retour du Muscle Truck. Évidemment, on est dans toute une autre branche de les camions hors route, comme qu'on parle par exemple le TRX, du côté par exemple de Ford qui va mettre la sauce hors route sur les camions. Non, là, sont ici, des camions. On parle pas de camions capables de sauter très haut en l'air, on parle de camions capables de brûler un maximum de gomme. Ouais, exactement. Et puis ça sort des camions. Je sais pas la popularité il y a 20 ans de ça, comment que ça a été au Québec. Je sais qu'en Californie, c'était extrêmement populaire aux États-Unis. C'est à peu près juste là qu'ils les ont vendus. Ouais, c'est ça. Parce que ça a pas duré très longtemps, justement. Ça a pas duré très longtemps. Et puis ce type de camion-là, chez nous, la branche hors route, si on veut, avec, je prends l'exemple du TRX, ça peut être très populaire, mais les street trucks ou les muscle trucks ou ce type de véhicule-là, chez nous, ça peut être un petit peu plus touché, tout dépendant des équipements, parce que justement, avec nos routes, là, c'est peut-être un petit peu moins compatible. Par contre, on a 3 sauces de MI dans le Rumblebee, V8 5.7 litres, le Rumblebee 392 avec le V8 6.4 litres. On développe 470 chevaux. Là. Le 5.7 litres, c'est les mêmes spécifications auxquelles on est habitué avec 395 chevaux. Et le Rumblebee SRT, qui est le V8 6.2 litres, là, L4, avec 777
17 chevaux. Tout ce dont le monde a besoin. Tout ça. Et puis, Hugues, je pense que ces camions-là n'auront pas de système d'arrêt-démarrage automatisé là, qui s'éteint le véhicule aux lumières. Je suis pas sûr, je l'ai pas lu dans le communiqué de presse. Je pense pas que c'est un équipement de série. C'est peut-être un oubli, mais je suis pas sûr non plus. Ouais, élaborons un peu là-dessus. Je pense que l'EPA a comme reculé un peu sur la nécessité de ce système-là. On discutera d'un autre moment, un autre moment donné si on a eu vraiment un impact environnemental avec ces systèmes-là ou pas. Moi, je pense que oui, mais d'autres études démontrent que, tout dépendant du type de conduite, etc. Mais pour ces muscle trucks-là, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que la consommation de carburant n'est peut-être pas dans les priorités de l'acheteur. Non, je pense pas. D'autres petits détails, là, vous pouvez lire tous les détails sur le site du Guide de l'auto, mais c'est un camion dont l'empattement est raccourci. Oui, de 13 pouces. Là. Ça, c'est assez intéressant et ça va donner une maniabilité au véhicule assez sympathique. Ça doit être assez intéressant à conduire, d'autant qu'en plus, il y a une suspension pneumatique qui permet d'ajuster la hauteur. Donc, ça pourra régler en partie le problème de l'état des routes au Québec. Ouais. Mais effectivement, là, donc, en position rabaissée, avec un empattement raccourci, ça pourrait être très, très intéressant. D'autant qu'on connaît les mécaniques et que elles ont du caractère. Oui, absolument. On va avoir des échappements à sport avec ça, une liste d'équipements Mopar qui va suivre avec. SRT va endiabler encore plus. Et puis, il y a les graphiques à l'extérieur, il y a les pots d'échappement, il y a les grosses roues, il y a les ailes, les faciès avant revus. Ouais. Enfin, tout est très, très dans ta face. Oui, c'est ça. Fait que c'est une configuration avec la cabine quad et la petite caisse. Donc, évidemment, ce n'est pas... pourquoi qu'on aurait mis la grande caisse sur ces véhicules-là? Ça n'aurait pas été vraiment pertinent. Non. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que justement, j'ai comme deux opinions sur ce type de dévoilement-là. La première opinion, c'est, comme on s'est dit avant d'entrer en onde, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est cool de voir le nom Rumblebee, c'est cool de voir les designs, c'est cool. Quand on va voir ces camions-là sur la route, on va dire « Oh, all right! » là, tu sais, c'est vraiment... Quelqu'un a eu le guts d'acheter ce camion-là parce que c'est un camion qui ne travaillera pas nécessairement, qui va plus, tu sais, faire des traces là, sur la voie là, avec les pneumatiques que d'autres choses. Puis, ce sont des véhicules qui vont être prisés par leur propriétaire, qui vont être bichounés, etc. Donc, tu sais, ça va être vraiment, ça va aider la marque le RAM à rapatrier un peu sa clientèle de fidèles qui a peut-être pris un peu de l'écart. Qui n'a pas été avec, nécessairement très bien traité dans les dernières années. Dans les dernières années, exactement. Et puis, de l'autre côté, on a dans les prochaines années peut-être quelques années pour faire ces véhicules-là. Peut-être qu'avec un changement d'administration aux États-Unis, dans le futur, va venir un retour de certaines réglementations. Et puis, on va peut-être avoir perdu un peu de chemin du côté de chez RAM pour les développements des moteurs plus efficaces. Là. Il faut voir que entre Dodge et RAM, il n'y a pas eu beaucoup de développement dans les dernières années. Et là, en fait... Oui, de toute façon, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y a pas de... Je veux dire, ils ont fait durer, par exemple, la Charger très, très longtemps, juste avec des plus gros moteurs, avec des bandes décoratives, avec des publicités, un marketing qui était vraiment aussi très détonnant, très dans ta face. Et là, ils sortent des camions avec des coûts de développement pratiquement nuls. Toutes les pièces existent déjà. Il a fallu redessiner 2-3 bricoles et faire des nouveaux décalcomanies. En tant que tel, ça coûte pas une fortune. Et c'est des véhicules qui vont être extrêmement rentables pour Stellantis. Extrêmement rentables. Même s'ils en vendent pas des millions, c'est des véhicules qui vont générer du profit pour la marque. Ce qui va permettre à la marque de continuer à développer des produits. Et pourquoi pas, de toute façon, il faudra qu'ils le fassent, ne serait-ce qu'en Europe ou dans d'autres lieux, continuer à sortir des véhicules électriques. Donc pour le moment, il y a l'idée de revenir à une rentabilité, de fournir des choses que les clients veulent. En plus, c'est des produits qui coûtent pas cher à développer, qui sont rentables. Après, il va falloir aussi dealer, comme tu en parlais, avec potentiellement de futures législations en Amérique du Nord, mais qui existent déjà dans d'autres lieux. Et c'est aussi de mener de front des différents développements. Je pense que c'est un produit intéressant qui va permettre à Stellantis de revenir à une rentabilité et de financer des projets plus dans l'électrique et autres. Écoute, c'est un bon point de vue parce que renflouer les coffres, ramener les amateurs de la marque dans les concessions,
Puis, en espérant aussi garder un peu d'argent pour développer certaines technologies. Parce qu'ils n'auront pas le choix de toute façon. Ouais, parce que ces moteurs-là, ils sont vieux, hein, les amis. Ouais, mais regarde... C'est drôle, je vais faire une comparaison un peu boiteuse. Là. Hier, j'étais à la réouverture de la concession Rolls-Royce à Montréal. Okay. Et puis, Rolls-Royce n'a pas énormément de produits. Hein. Il y a quelques véhicules sur le plancher. Non. Et puis, Rolls-Royce avait fait, comme plusieurs constructeurs, la promesse de devenir tout électrique en 2030. Puis, on avait dévoilé la Spectre, qui était, la voiture électrique, etc. Et puis, hier, je m'entretenais avec les gens des relations publiques qui disaient, la nouvelle, c'est qu'en 2030, on ne sera pas tout électrique. Bien et sûr. on va continuer le développement des moteurs V12. Ouais. Alors, ouais, absolument. Dans le même optique, les moteurs V12 sont payés là, chez Rolls-Royce. Les plateformes sont là depuis... Je sais pas, des plateformes depuis 10 ans, là, qui sont là depuis... La nouvelle... non, c'est 21. La nouvelle architecture, la plateforme, elle a 5-6 ans, mais c'est une plateforme commune à beaucoup de produits. Je conduis pas beaucoup de Rolls-Royce, je dois t'avouer. Donc, moi non plus, mais bon, il se trouve que j'ai lu là-dessus récemment. Effectivement, c'est des véhicules, la plateforme maintenant est suffisamment modulaire pour couvrir beaucoup de véhicules. Le V12, il est payé. Effectivement, maintenant, il faut continuer à le développer. Et puis, de toute façon, s'il y a une surtaxe liée à l'environnement, l'acheteur va le payer. Exactement. Mais pour aller dans ton sens, moi, j'ai vu passer des rumeurs comme quoi, au-delà de la Spectre, le Rolls-Royce travaillerait sur un VUS électrique. Oui, ce qui serait parfaitement logique. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est maintenant on commence à avoir une dualité. Avant, on était dans le tout à essence. On nous a dit qu'on allait être dans le tout électrique, et la réalité va être que ça va être 50-50. C'est peut-être le bon chemin, je pense. Peut-être plus de potentiel. Ça me paraît un peu plus réaliste. Bon, on a parlé de RAM, on a parlé de Rolls-Royce, hein, deux marques qui sont presque la même clientèle. Écoute, je vais en fait, ce qui m'amène à parler de Alpina. Parce que Alpina a été un préparateur indépendant qui est allé sous l'égide de BMW à un certain point dans l'histoire. En fait, c'est un préparateur qui est parti comme préparateur spécialisé BMW. Et à force de faire du travail de qualité, ils ont lié des liens avec la marque bavaroise. Et à tel point que effectivement maintenant les véhicules modifiés par Alpina étaient encore couverts par des garanties BMW, étaient homologués par BMW, donc il y avait des liens très serrés. La dernière étape, ça a été BMW rachète Alpina. Ouais, exactement. Et on est là maintenant. Alors maintenant, Alpina devient, à place de voir par exemple Alpina B7, etc., Alpina devient sa marque. Voilà. Toujours BMW, mais qui va faire le pont entre BMW et Rolls-Royce essentiellement dans le groupe, là, comme de luxe, là, etc. Alors, on a dévoilé un concept. On va avoir un véhicule de production sous Alpina dans quelques temps, mais pour le moment, on a un petit peu... on fait un petit peu mousser la marque. On a dévoilé des images d'un concept, en fait, qui est un peu un mélange de tout ce qu'on fait. C'est à la mode. C'est automobile en ce moment. C'est très élégant, c'est absolument pas original. Ouais, exactement. La calandre est sympa, mais on a déjà vu ça sur d'autres modèles BM. Très élancé. Tu regardes à l'arrière, ça fait penser un peu à Mercedes avec les ailes élargies. Évidemment, de côté, écoute, c'est super beau, mais comme tu dis, c'est pas très original. Non, on a déjà vu ça partout. Ouais, exactement. Tu sais, même quand on regarde le plan de l'arrière du véhicule, les phares, ça fait penser un peu à Genesis. Là, tu sais, donc non, mais c'est parce que en fait, tous les constructeurs doivent répondre aux mêmes normes aérodynamiques pour économiser de l'essence, et aux mêmes normes de sécurité. Et à un moment, ils arrivent, pas tous évidemment, mais ils arrivent quand même un petit peu aux mêmes conclusions. J'attire l'attention à l'arrière de ce véhicule-là, encore une fois, parce qu'il y a des pots d'échappement. Alors, on est encore dans la discussion. C'est un détail qui commence à être important de mentionner. Ouais, électrique versus un moteur thermique. Donc, on n'a pas beaucoup de détails sur le véhicule, mais on sait que ça va probablement être une motorisation V8 thermique de très haute performance pour la Alpina.
Évidemment, dans l'habitacle, je pense pas qu'on a de photo de l'habitacle, mais c'est l'habitacle, les premières images, c'est l'habitacle BMW Neue Klasse avec le fameux écran en parallélogramme, la projection panoramique qui est dans le bas du pare-brise. Donc, on va aller chercher toutes les technologies qu'on a développées tout récemment chez BMW, mais on va les appliquer dans une voiture super sportive qui va coûter probablement très, très cher. Il va avoir un emblème Alpina. Chez Volkswagen, cette fois-ci, toujours en Allemagne, on connaît le succès de la mini-fourgonnette, la fourgonnette, en fait, électrique ID. Buzz. T'as oublié de mettre des succès. Ouais, pour ceux qui nous regardent en visio, ça n'a pas été ça n'a pas eu autant de succès qu'on l'aurait espéré avec la ID. Buzz. Quand on a vu les premières images, quand on l'a mis sur la couverture du guide de l'auto, on a vraiment, vraiment trippé sur le concept de ce véhicule-là. Et après, quand le prix est arrivé, quand la facture est arrivée sur la table, après le repas, on s'est rendu compte qu'à plus de 80 000 $, c'était un véhicule qui n'allait pas chercher nécessairement la clientèle là, qu'on ciblait. Et puis, tout le monde espérait avoir une espèce de variante pour être un peu nomade, campeur, van life, parce que ça a été dévoilé dans ce temps-là. C'était ce qui était le plus populaire. Avec l'état d'esprit du véhicule et toute l'histoire de Vaux dans ce domaine-là. Exactement. Et on a tardé à la dévoiler, Et puis là, maintenant, on dévoile des premières images de cette... Bon, ça ressemble à une ID. Buzz. Je suis pas mal sûr que c'est une image de presse qu'on a déjà eue, mais à l'intérieur, c'est un ensemble d'équipements. Là, c'est la variante Tourer, en fait, qui vient avec un lit escamotable, des cages de vitres. Des cages de vitres, pour en faire une espèce de mini-campeur. Trop peu, trop tard, peut-être. On ne sait pas si ça va être vraiment disponible chez nous. On ne sait pas si on va être capable de rétro-ingénierer les véhicules actuels pour avoir cet ensemble-là. On ne sait pas comment va coûter cet ensemble-là, mais ce sont des premières images qu'on voit. Et puis, on a donné des très gros rabais tout récemment sur les ID. Buzz pour être capable de les sortir des concessionnaires. Dès 2025? Alors, il faut... Oui, dès 2025. Ben oui, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent hey, est-ce que c'est un bon deal pour un véhicule, par exemple, un Kia V6 2025? 2025, c'est déjà 2 ans. Là. Ouais. C'est 2 ans pour un véhicule électrique. C'est très dispendieux. Déjà que la dépréciation, elle est très, très bonne. C'est ça. Ou très, très mauvaise. Très élevée. Justement, ça devient comme un problème. Puis là, on essaie d'un peu mousser l'intérêt vers ces véhicules-là, puis avoir des ensembles qu'on aurait peut-être dû avoir au lancement. Mais je pense qu'on s'attendait pas à ça chez Volkswagen, que le véhicule n'ait pas de popularité comme ça au début. Non, donc, ça a été une très, très mauvaise surprise. Parce qu'il y a eu il portait bien son nom, il y a eu un buzz énorme autour du véhicule. Ouais. Et je pense que peut-être ce buzz a fait du mal à Volkswagen, qui s'est dit on va pouvoir les vendre à des prix de fou. Et non, c'était des prix de fou. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va avoir plus de nouvelles sur le guide de l'auto, sur la disponibilité de ces ensembles-là. Le seul que j'ai vu dans la rue dans les derniers mois, c'était un véhicule de compagnie. Ouais. C'est ça qui arrive, hein? On enlève les sièges puis on met il y avait des logos sur la carrosserie, c'était clairement un véhicule de compagnie. Mais, tu sais, on regarde en Europe, c'est pas mal ça. Là, si tu arrives effectivement à le faire passer dans ta compagnie, à ce moment-là, les tarifs deviennent relativement acceptables. Un petit peu plus acceptable. Puis l'autonomie aussi. Parce que, tu sais, t'as beau avoir une variante Tourer comme ça, qui est supposée d'être aventurière, qui est supposée de t'amener en camping. Mais c'est un ensemble intéressant. C'est un bel ensemble intéressant. C'est juste qu'à 350 km d'autonomie ou 375 km d'autonomie, puis tu peux pas nécessairement... En tout cas... Tu vas pas coucher très loin de chez toi. C'est ça. Puis ça, c'est un truc qu'on a déjà parlé, je pense, à l'émission, que pour les véhicules récréatifs, l'électrification, avoir des infrastructures pour les recharger dans les campings, des infrastructures rapides, là, pas juste le 110 la petite plug, la petite plug là, pour vraiment avoir ces infrastructures-là. C'est très difficile parce que tu t'en vas, par exemple, avec ton ID. Buzz qui est modifié en campeur dans un parc de la CEPAC, par exemple, pour la semaine, justement, avec 375 km d'autonomie, ça peut être 400 km, là, tout dépendant comment que le type de conduite, là, mais ça peut être un enjeu là, rendu là. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Il n'y a pas assez de véhicules électriques dans les
dans les endroits de plein air parce qu'il n'y a pas de recharge, mais Parce qu'il il n'y a pas de recharge parce qu'il n'y a pas assez de véhicules électriques. Puis les infrastructures pour amener, pour amener cette électricité-là dans les contrées lointaines, ça peut être un autre... Ça peut être un tout petit challenge. Hugues, il y a... dans les discussions qu'on a avec les nouveaux tarifs pour les véhicules chinois sur les véhicules électriques, viennent toutes sortes de questions. On a parlé cette semaine dans le Journal de Montréal que la première marque, pas tout à fait la première marque à profiter de ça, mais la première marque à un peu à être médiatisée pour l'importation de véhicules électriques sous les nouveaux tarifs réduits, c'est Lotus avec des véhicules qui sont assemblés en Chine. On a parlé de BYD, la fourmilière là commence à Tesla qui a déjà assemblé des véhicules en Chine qui ont été commercialisés ici, mais qu'on a changé cet arrangement-là avec les tarifs. Et là maintenant ça peut être une nouvelle possibilité. Et tous les autres constructeurs chinois, incluant les constructeurs suédois comme Polestar, qui assemblent des véhicules en Chine. Maintenant, on parle de constructeurs existants qui ont un peu de difficultés, comme Nissan. Nissan a une offre avec un partenaire en Chine qui s'appelle Dongfeng, qui fait des véhicules qui pourraient être adaptés à notre marché. Puis Nissan, fait comme RAM, comme les entreprises qui sont actuellement en difficulté et cherchent des nouveaux marchés. Et il y a deux bonnes possibilités. C'est la réduction des tarifs sur les véhicules électriques, l'importation des véhicules électriques au Canada qui peuvent être avantageux dans ce partenariat-là. Puis il y a aussi le fait que les subventions, le retour des subventions au Canada, etc., au Québec, il y a certaines conditions qui viennent avec les véhicules chinois. Par contre, ça peut être intéressant d'étoffer l'offre et de profiter de ces infrastructures-là qui sont déjà là. C'est une opportunité intéressante, justement, paradoxalement, pour des constructeurs déjà existants, parce qu'ils ont déjà des infrastructures, des réseaux, ils sont déjà disponibles. Ouais. Tes BYD, t'arrives, va falloir que tu trouves un endroit pour les vendre tes voitures. Tes Nissan avec des voitures chinoises, tu les vends dans tes garages Nissan. C'est ça. Exactement. Donc en fait, là, c'est un avantage. Parce qu'elles ont un logo Nissan. C'est ça. Et puis, tu as déjà une infrastructure, tu as déjà la vente, la garantie, l'entretien, tout est déjà disponible. Donc, c'est paradoxalement plus facile de faire venir des voitures chinoises de Chine pour des constructeurs établis qui sont pas forcément chinois. Absolument. Leapmotor, par exemple, avec le groupe Stellantis. Leapmotor qui est... Leapmotor, c'est un peu différent. C'est vraiment un constructeur chinois, mais qui a des parts, dont Stellantis a des parts. Ouais. Et Dongfeng et Nissan, c'est un partenariat. Voilà. Et là, effectivement, on peut bénéficier des infrastructures existantes. Ouais. Dans le plus concret, la petite berline N7, qui est une berline électrique, en fait, qui offre 624 km d'autonomie selon le cycle chinois. Là, on perd à peu près un certain pourcentage là-dessus. Mais pareil, ça devient intéressant. On reconnaît le design. Là, mais moi, je veux dire, sur le papier, je vois pas où est le problème de faire... Une fois qu'on a réglé les problèmes législatifs, etc., bien sûr, mais il est où le problème de faire venir une voiture comme ça? Le Frontier Pro aussi, qui est une camionnette hybride, qui est quand même assez intéressant parce que justement, on essaye, là, justement, chez Nissan, on parlait de motorisation hybride déjà parce qu'on était un petit peu en arrière, surtout avec la camionnette Frontier qui est pas, pas la plus moderne. Là. Si je ne m'abuse, ça en plus, c'est pas un véhicule qui n'est vendu qu'en Chine. Il est déjà vendu en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Oui, exactement. Donc, en termes d'homologation, on est quand même pas si mal là, déjà au départ. Là, Fait que ça, c'est quelque chose qui va se développer probablement très rapidement parce que justement, les roues sont déjà là en train de rouler chez ces constructeurs-là qui ont déjà des infrastructures. Donc, peut-être qu'on va avoir des nouvelles spécifications pour ces véhicules-là, pour le marché, peut-être qu'ils vont être adaptés pour notre marché, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des... Puis surtout que c'est des marques qu'on connaît déjà. Les gens, ils ont confiance aux véhicules chinois, mais les marques ne sont pas connues. Non, puis le marketing n'est pas là, tandis que chez Nissan, on connaît déjà ça. Non, puis il y a un phénomène qui est peut-être intéressant, il faudra voir. Le marché évolue beaucoup actuellement, c'est-à-dire que les prix des voitures augmentent énormément et on est peut-être en train d'assister à un changement de mentalité des acheteurs. Et j'insiste sur le mot peut-être, j'ai pas une boule de cristal. Mais à faire venir des nouveaux produits, qui sont un petit peu champ gauche, qui sortent un petit peu du VUS habituel qu'on connaît et qu'on voit partout 99% du temps, si tu arrives avec un véhicule comme le N7 et qu'il arrive un petit peu à se tailler une petite part de marché sympathique,
on rentre un peu dans le champ gauche et je pense qu'il y a des opportunités aussi pour ramener un peu de variété sur le marché. C'est-à-dire que là, c'est le moment de tester des choses. Ouais. Les voitures sont très chères, il n'y a plus de véhicules d'entrée de gamme, il n'y a plus de berline, qui existe pourtant partout dans d'autres marchés, notamment en Asie. La berline est très populaire encore en Asie. Est-ce que c'est pas le moment justement d'essayer quelque chose pour reprendre un peu la concurrence à contre-pied? Ouais, c'est puis on a tout à essayer, je pense, chez Nissan. C'est ça, justement. Puis d'un autre côté, les utilitaires sur châssis en échelle, bien comme sûr, etc. C'est comme tout un autre. Ça revient à la discussion qu'on a depuis le début. Oui. C'est les deux pôles. Hein. On va profiter du marché nord-américain avec des véhicules qui sont plus énergivores, puis on va développer peut-être des véhicules qui sont un petit peu plus avant-gardistes là, ou un petit peu plus avancés sur le plan de la consommation. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Nissan va faire avec ça. Tu connais-tu Dolby Atmos? J'ai déjà vu le nom sur pas mal de systèmes de son. Oui, écoute, dans l'audio automobile, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup nécessairement. Je pense qu'on a des collègues qui peuvent embarquer dans un véhicule puis évaluer très bien une chaîne audio. Pour moi, quand j'ai eu mes premiers véhicules, la première affaire que je faisais, c'est que j'amenais mon véhicule chez Steve Audio, puis on arrachait tout ce que le constructeur avait mis parce que c'était pas bon, puis on recommençait avec quelque chose qui pétait un peu plus. Je pense que ce temps-là est pas mal fini. Ce temps-là est pas mal fini parce que maintenant, de plus en plus de véhicules sont équipés. De plus en plus de partenariats sont faits avec les constructeurs puis avec des grands noms de l'audio comme AKG, Burmester, Bose, pour ne nommer que ceux-là. Puis ce sont des chaînes qui sont installées dans des véhicules souvent haut de gamme. Qu'on veut vendre une expérience dans le véhicule. Puis qui sont intégrés à tout l'ensemble du système. C'est pareil, maintenant ça devient très difficile de dissocier le système audio de tout le système, justement, d'infodivertissement. Ouais. Donc, parce que maintenant, avec les nouveaux processeurs, la capacité de traiter les données dans les véhicules, on est capable d'avoir ces systèmes-là qui sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus loin que ceux qu'on a connus dans le temps. On n'est plus où on était. Et là. puis, c'est incroyable. Avec Dolby Atmos, en fait, on rentrera pas dans la science de ça, mais Dolby Atmos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on prend une chanson, une trame, et on la décompose pour recréer qu'est-ce que c'était dans l'enregistrement en studio. Alors, beaucoup plus de canaux pour être capable de diffuser le son dans des endroits où est-ce que, par exemple, ça a été enregistré en studio, la batterie, la guitare, etc. Et puis, dans un véhicule, ça crée un environnement qui est quand même propice à ça parce que, justement, la personne qui écoute est toujours assise au même endroit. Tu sais, par exemple, en tant que conducteur, les haut-parleurs vont rester au même endroit. Dans mon salon, je vais me promener un peu, je vais m'asseoir dans une chaise, je vais m'asseoir dans une certaine partie du divan. Donc, c'est plus difficile à recréer pour que le son vienne de chaque canal ou de chaque endroit. J'ai été visiter dernièrement un centre de développement ou un centre technique chez General Motors à Markham, en Ontario. Et puis, eux, Cadillac travaille avec AKG pour l'audio de ces véhicules, et dont les véhicules de Lyric, Optique, Cadillac Escalade V, etc. Tous les véhicules qui ont 35 haut-parleurs. Les affaires qu'on pense que je pense qu'on est jusqu'à 40. Ouais, non, c'est épouvantable. Et puis, je me suis toujours dit que, des affaires comme Dolby Atmos, 3D, etc., que c'était un peu des gimmicks marketing, tu sais, on essayait de vendre un peu des systèmes qui sont très payants pour le constructeur, mais que, la majorité des gens vont pas vraiment apprécier. Et puis, j'ai pu essayer cette chaîne-là, puis évidemment, ce n'est pas tout les trames, par exemple, sur Spotify qui sont Dolby Atmos. Je pense que même Dolby Atmos ne fait pas affaire avec Spotify. Là. C'est comme Apple Music et d'autres systèmes d'écoute en continu. Mais vraiment, ce centre technique-là, à Markham, est responsable de traiter avec Dolby Atmos les données qui sont créées dans ces trames-là pour qu'elles soient traitées par le véhicule, les processeurs dans le véhicule, dans le système d'infodivertissement, pour qu'elles soient ensuite diffusées dans le système d'haut-parleurs selon le véhicule. C'est-à-dire que si tu as un Cadillac Optique avec tant d'haut-parleurs ou un Cadillac Escalade V, c'est pas la même affaire. Pas du tout. C'est pas traité de la même manière. C'est toutes des affaires qui sont
codés et que ces systèmes-là doivent se parler entre eux autres. Voilà. Et c'est une technologie qu'on a développée en partie ici à Markham, en Ontario, dans ce système, dans ce centre de développement technique-là. Bon, c'est pas juste Cadillac qui fait du Dolby Atmos, il y a chez Volvo aussi, avec Bowers & Wilkins, par exemple, là, qui font le même type de technologie. Mais là, être capable d'intégrer cette diffusion sonore-là avec tout ce qui se passe dans nos véhicules, les systèmes d'alerte, de changement de voix, les systèmes de sécurité, etc., pour pas nécessairement que ça empiète sur l'expérience sonore du conducteur et des occupants, mais que aussi que le véhicule soit capable de diffuser toutes les informations qu'il est capable de diffuser. Donc, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller juste écouter la différence entre ce type. C'est assez extraordinaire, merci. Dans n'importe quel constructeur qui va traiter avec Dolby Atmos, évidemment, c'est pas gratuit. Là. Je pense qu'il y a comme il faut payer là, un frais là, pour avoir accès à ces trames-là. Puis il y a à peu près 100 000 fichiers audio qui sont traités avec Dolby Atmos parce que justement, ce ne sont pas tous les artistes qui acceptent que leurs œuvres soient décomposées, etc. Mais je trouve que est-ce que ça vaut la peine de payer pour l'option à quelques milliers de dollars? Ça dépend de l'audiophile en vous, mais juste l'écouter, c'est assez spécial. J'ai envie de te dire, maintenant qu'on n'a plus le bruit du moteur dans les véhicules électriques... C'est une autre affaire, ça. Puis moi, je suis un peu comme toi, je suis pas particulièrement audiophile. J'ai des amis audiophiles qui m'ont traîné dans les salons de l'audio. Il y a des gens qui vivent pour ça. Ouais, exactement. Et il y en a pas juste un ou deux, là. Ouais. Il y en a plein. Ah ouais, non, c'est ça. Et puis, dans le fond, je peux comprendre. Ouais. Écoute, tu sais, quand il n'y a plus de son, là. C'est un plaisir, là. C'est un plaisir. Puis quand le véhicule électrique fait plus de son, ben. Tant que ça reste un plaisir, vas-y, mon gars. Exactement. Au retour, on parle de la Ford Pinto avec Gono.